Bienvenue dans Technologie en pratique, une émission podcast de Equité où nous plongeons dans le monde fascinant des outils et techniques qui transforment le développement logiciel. Je suis Romain Roswick et je vais oser poser des questions inavouables, incongrues et simples pour mieux comprendre le mode de fonctionnement de la technologie. Bonjour à tous, je suis Julien. Et moi c'est Edouard, je suis dans le podcast Tech en pratique. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Edouard, on va commencer par toi. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie de tous les jours, dans la tech. Par exemple, ouais. Ok, moi je suis Head of Craft dans une entreprise qui s'appelle Hopper, qui a une petite année d'existence. Et en gros, je suis donc à la fois consultant en mission chez les clients, apprenez justement des valeurs de software coaching, et en tant qu'Head of, j'accompagne les consultants qui sont dans mon entreprise, je les fais grandir pour qu'ils aient une expertise craft. D'accord. Donc je les forme, du TDD, du BDD, tout ce qui rime en DD, de l'architecture, de la posture craft aussi, en tout cas de la posture du consultant comme on aimerait l'avoir, accompagner mon client. Vous l'avez compris, nous allons parler de craft. Hein. Julien, alors tu as le logo, ok, on sait que tu es aussi associé d'Equité, mais dans la vie tu fais quoi? Wow, j'ai tellement d'activités, c'est tout ouf. Je suis freelance, je fais de l'architecture logicielle, solution, un peu tout ces trucs-là. Donc j'écris du code, je suis associé chez Equité, j'enseigne à l'Université de Lille, à l'ESJ de Lille, j'enseigne aux jeunes en master, je leur enseigne à coder, enfin tout raisonnablement en fait, sans grande prétention. Je leur enseigne le développement Java, Spring Boot, voilà. Je suis aussi membre du comité d'organisation de Cloud Nord. Oui. Forcément, on est potes avec les gens du comité d'organisation du DevFest. Voilà, je pense que j'ai fait un peu Je pense que tu as fait le tour. Okay. Donc l'objectif du podcast de Tech en pratique, hein, c'est d'essayer d'amener des concepts, ou en tout cas, ou peut-être même des outils du quotidien, on va dire technologiques, et quel est l'impact sur le terrain. C'est un peu ça le procédé. Et on va parler de craft. Ok, moi je suis totalement acculturé par rapport à ça. Qu'est-ce que ça résout? Quel est l'enjeu de craft en fait? Pourquoi c'est né? Pourquoi ça existe ce truc? C'est quoi l'origine du problème? C'est assez vaste en réalité. Comme tout problème. Et on pourrait en parler pendant longtemps. En fait, je pense que la philosophie de base du software technology, c'est de considérer le développement logiciel comme un artisanat, quelque chose qui se fabrique, qui se polie, quelque chose comme ça. Pour être en controverse du modèle un peu industriel. Exactement. Séparation du travail, on y va à la chaîne. Voilà, on dit au dev, tiens, fais ça, prends pour argent, ce que je te dis, fais-le. Ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Je te fais du pseudocode. Voilà, exactement. Là, on est plutôt sur une démarche de, on veut que les gens comprennent ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont à fabriquer. Voilà, c'est surtout ça, je pense, qu'il faut retenir. En tout cas, si on devait le dire en une ligne, c'est comprendre ce qu'on fait. D'accord. Donc, si on est craft, on fait pas d'offshore. J'ai pas la blague. T'as pas la blague? Bon. En fait, l'offshore, au bout du compte, c'est que tu donnes du pseudocode aux développeurs qui sont indiens, qui sont d'autres pays. Effectivement, on ne fait pas d'offshore. Donc l'enjeu, c'est de se dire, sois conscient de ce que tu es en train de mettre en place, de ce que tu es en train de faire, et que tu ne sois pas un simple exécutant dans une chaîne. C'est ça, et en fait, ce que ça vient bouger comme ligne, c'est pas tout sur la technique, parce que dans la technique, on va retrouver tout ce qui est clean code, voilà, c'est les patterns d'architecture, l'hexagonal, et tout comme ça qu'on entend beaucoup. Mais en fait, le curseur, il est plutôt sur l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, tu l'as bien dit, on a des exécutants, on a des gens qui savent ce qu'il faut faire, etc. Mais en fait, l'idée, c'est plutôt de dire, mais en fait, les gars, vous travaillez dans la même équipe, on est ensemble, venez, on discute. Voilà, on discute, toi, tu as la connaissance métier, moi, j'ai la connaissance technique, tu m'exprimes un besoin, mais c'est très, j'insiste sur, tu m'exprimes un besoin, pas une solution, et moi, je modélise la solution, de sorte qu'on respecte certaines pratiques, certains paradigme, je dirais, sur il faut que ça soit maintenable, il faut que ça soit qualitatif, il faut que ça soit évolutif facilement, voilà. Toutes ces préceptions. Très bien. Julien, ton point de vue, il est identique ou tu vas apporter peut-être un peu plus de précision ou de contradiction, ça arrive? Oui, il y a des contradictions. Non, je suis assez d'accord sur la définition que tu as esquissée du craft. C'est effectivement un sujet qui est très très vaste. Le parallèle avec l'artisanat, il est assumé aussi. C'est-à-dire que derrière l'artisanat, ce que tu imagines, c'est effectivement quelqu'un qui porte une grande attention à ce qu'il est en train de fabriquer, quelqu'un aussi qui prend soin de ses outils et qui s'améliore dans son art, parce que aussi art dans l'artisanat, il y a cet aspect-là. Et imagine le menuisier qui polie et qui aiguise ses couteaux à bois,
régulièrement et qui gagnent en compétences petit à petit dans la découpe de telle ou telle essence de bois, en fait, on peut retrouver des parallèles un peu comme ça dans le craft. On cherche à s'améliorer, à mieux en mieux maîtriser nos outils, à gagner en compétences. Et puis, le but, c'est le jour où on a un client qui nous dit je voudrais faire un dressing sur mon escalier. Mon escalier, il n'a pas le même format que d'habitude. Et bien, ok, on est capable de trouver le bon bois qui va aller et trouver la bonne façon de faire. Ça, c'est le côté artisan. Sur le logiciel, et j'ai besoin d'une application pour mon système d'encaissement qui va être comme ça, et donc quelle solution on va y mettre. Donc le parallèle avec l'artisanat, moi je le vois sur cet aspect. D'accord. Est-ce que c'était pour ça qu'il y a eu souvent, pendant un temps, il y avait beaucoup de boîtes, leur slogan c'était artisan du code, ou le développeur artisan, il y avait un mouvement comme ça pendant un temps, un peu marketing, j'avais vu émerger ça. Mais le software craftsmanship, ça va devenir marketing, comme l'agilité. Ouais, tu m'étonnes. C'est possible. C'est possible. Donc moi, ce que j'ai compris là-dedans, c'est que, grosso modo, sois conscient de ce que tu es en train de mettre en place, de ce que tu es en train de coder, ce que tu es en train de fabriquer, parce que tu fais quelque chose d'utile et qui doit être utilisable. Ouais. C'est un peu ça. C'est un état d'esprit, en fait, aussi à avoir. C'est une prise de conscience. Pour moi, c'est principalement un état d'esprit. D'accord. Couplé à un bon outillage. C'est-à-dire, en fait, au-delà de l'état d'esprit, il y a une forme d'expertise. Cette expertise, elle s'acquiert. Humainement, en fait, on a deux axes. On a l'axe technique, on peut avoir des hard skills. Les hard skills, ça s'acquiert, de mon point de vue, très facilement. Il faut pratiquer, être entouré de ses pairs qui savent peut-être plus que nous. On avance, on évolue. Là où il y a un skill qui est plus intéressant, je trouve, à acquérir, c'est le soft skill. Je vais reprendre un exemple, pas de menuiserie, mais on va prendre des chaises, imaginons. C'est un truc d'agilité à la base, mais vient dire, il faut exprimer un besoin. Donc, quand le client il vient dire, moi je veux une chaise, on ne veut pas une chaise. Non. On veut peut-être s'asseoir. Voilà. Peut-être que la chaise c'est la solution. Là où l'artisan va dire, ok, mais la chaise tu la veux comment? Est-ce que tu veux 4 pieds, 2 pieds? Est-ce que tu veux la retourner? Enfin, voilà. On va être vraiment dans cette démarche-là. Mais donc, pour pouvoir faire ça, il faut être en mesure de poser les bonnes questions. Oui. Et donc, il faut être en mesure d'interagir avec la personne qu'on a en face, de parler le même langage. Ça, c'est un principe du domaine urbain design, il dit que tout s'engage, mais on trouve aussi dans la philosophie craft de dire il faut qu'on parle le même langage pour se comprendre. Le plus important, je dirais, c'est cette communication qu'il faut faire évoluer, grandir, et notamment parce qu'en fait, en tant que consultant, quand on va aller dans différentes missions, on va avoir plein de contextes, notamment on va voir de la politique, on va voir des gens qui sont attachés à leur poste, des gens qui sont attachés à des manières de faire, on va venir bousculer un peu tout ça, et on doit apprendre à y aller petit pas par petit pas pour aller à l'objectif final qui est de faire mieux. Pour rebondir sur ce que tu disais sur la chaise et l'exemple du client ou du commanditaire qui veut s'asseoir, j'ai déjà travaillé un petit peu avec monsieur Vitouk, et je me souviens très bien de cette phrase. Le client s'amène pour lui dire « j'ai besoin d'un export Excel ». Et il lui dit « non, tu n'as pas besoin d'un export Excel, tu as besoin de ces données-là pour travailler ». Il lui a montré les données et il lui a trouvé une autre solution. Tu n'as pas besoin de cliquer sur un bouton. C'est un exemple vécu, alors qui remonte à quelques années maintenant. Et qui pour moi est omniprésent dans notre industrie. Mais c'est encore présent. C'est raisonné par la manière de faire, par le comment et pas par le pourquoi. Oui, voilà. Ok. Et derrière, pour compléter ce que disait Edouard sur l'état d'esprit, toi, c'est que je sais, toi, tu es équipé, tu as des réflexes avec tes clients ou même avec d'autres développeurs par rapport à ça, c'est dire mais pourquoi tu fais ça? Ouais, après, il y a des éléments comme ça dans les états d'esprit, les soft skills. Et il y a un truc qui est assez, en partant de soft, il y a aussi la manière de dire. Je suis quelqu'un, moi, plutôt très direct, et donc je ne peux pas rentrer dans ces catégories-là. Julien, il est beaucoup plus pédagogue que moi, et c'est pour ça que ça passe mieux. Ouais, en fait, c'est très difficile à définir parce que c'est très vaste, mais effectivement, tu vois, je pense que les choses qui sont importantes, c'est le professionnalisme, la rigueur. Ces éléments-là qui permettent de dire, ok, si on me demande de faire un truc qui, je sais, n'est pas une bonne idée, il faut que je sois capable d'expliquer pourquoi et de dire non, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc typiquement, le cas tout bête, c'est on va pas faire des tests parce qu'on n'a pas le temps. Ah non, là c'est clairement pas une bonne idée. On va faire des tests, on va passer du temps à investir sur l'écriture de tests et je t'explique pourquoi est-ce que ça va t'apporter derrière.
Et donc, ouais, il y a des choses comme ça. Il y a donc le professionnalisme, de la rigueur, il y a de la négociation. Donc l'exemple que tu citais tout à l'heure, c'est effectivement être capable de dire bah oui, là je repositionne le besoin là où il est parce que tu m'as exprimé une solution comme tu dis. Et en fait, on va trouver un meilleur moyen que tu accèdes et que tu fasses ton métier. Ne dis pas comment moi faire mon métier, dis-moi comment toi tu dois faire le tien. Et puis je trouverai le moyen pour t'aider à faire ton métier. C'est aussi ça que les clients attendent comme conseil. Ouais, je pense. Et donc c'est important d'être capable de leur expliquer les contraintes que nous on a en tant qu'informaticiens sur l'écriture de code, bien sûr, parce que ça c'est le truc le plus basique, le truc le plus bas niveau qu'on peut imaginer. Quoique encore il y a le hardware, le déploiement et tout. Donc tout ce qui est code, architecture, tous les éléments que nous on met en place comme solution qu'on a besoin, mais si on arrive à les expliquer, à les vulgariser et à faire comprendre aux gens avec qui on travaille pourquoi c'est comme ça, pourquoi on fait ça, finalement ça aide à la négociation et ça permet de recentrer les débats là où ils doivent être. C'est très vaste et probablement aussi un peu flou ce que je vous dis, mais il y a des éléments qui sont là-dedans et ce qui font que derrière le craft, en fait, ouais, il y a de la pratique des outils, de l'entraînement, de l'amélioration continue, mais il y a aussi ce genre de soft skills qui permettent d'aller mieux négocier et d'écrire le bon logiciel là où c'est nécessaire seulement pour le bon usage. Et à la fin, le seul but, c'est que l'utilisateur, ça lui facilite la vie. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit content, ça lui apporte de la valeur. Et voilà. Edouard, il veut rebondir. Ouais, par rapport à ce que tu disais justement, j'ajouterais même que dans cette communication, il y a un pas à faire l'un vers l'autre entre les métiers et les technos, parce que évoquer le fait que besoin de comprendre un peu certaines problématiques techniques. Il y en a une en particulier, moi je développe beaucoup d'applications web et je suis assez choqué que les gens que j'ai en face de moi, presque ils s'en fichent du web. Dans tous les cas, on nous a demandé à un moment donné de faire une solution web, mais ils s'en fichent du web. Et donc le simple fait d'évoquer, de dire, mais si je rafraîchis la page, qu'est-ce qui se passe? Si le gars il met en favori le lien, et je sais pas, tu as une gestion de droit et tu lui supprimes son droit, ça va où s'il passe par le favori? Il y a une méconnaissance et peut-être même une volonté parfois de ne pas vouloir savoir qui fait que... Être ignorant pour trouver les bonnes excuses ou pas être responsable, de tu penses que c'est un peu de défaut? Typiquement, j'ai déjà eu des expériences où, ce que je vous raconte, on avait une notion, un parcours utilisateur et il y avait un geste fort à la fin, c'était un bouton sauvegarder, grosso modo. Un geste, en tout cas, de sauvegarde. Donc on a débattu sur le fait de... Mais du coup, tant qu'on n'a pas appuyé sur ce bouton, est-ce que ça sauvegarde de manière genre un bruit? Ah non, ça on verra plus tard. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe quand on rafraîchit la page? Ah c'est pas grave, il perd tout. Au moins on l'a spécifié. Mais c'est des questions comme ça qui se posent, qui peuvent paraître être non fonctionnelles à la base. Mais il ne faut pas oublier que le fonctionnel dont on parle, c'est le fonctionnel du logiciel. Oui. Donc, à un moment donné, ça devient un peu ce que ça doit faire finalement. Ok. Alors, vous avez déjà un peu répondu à la question que je vais vous poser, mais on parlait d'état d'esprit, on parlait d'outils, on parlait de pratique aussi. Comment on rentre dans ce cheminement du craft et l'état d'esprit et les outils? Quelle est la première petite brique à dire, c'est bon, j'ai bien compris le truc, je sais pas comment ça marche encore parce que j'ai jamais vécu. Comment on fait pour mettre la première brique? C'est avec quoi? C'est avec qui? Elle est tellement dure cette question. Elle est large. Je suis content. Elle est tellement dure cette question. D'un point de vue développeur, je dirais, dans un truc assez simple, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer développer, trouver des modélisations. Je parle pas de TDD, mais non. Voilà, au début, dans la carrière, on a suivi des études, ou alors on a fait une conversion, on apprend à faire des algos, on code et en fait on explore finalement la manière d'imbriquer les choses. Déjà avoir ça, c'est pas mal. En fait, si je fais une analogie, on ne peut pas devenir marathonien alors qu'on n'a jamais couru une seule fois de sa vie. C'est un peu ça l'état d'esprit. C'est qu'un marathonien, c'est aussi un état d'esprit, c'est de la pratique, c'est de l'entraînement, c'est de la rigueur, c'est tout ça. Mais on devient marathonien que quand on a fait un marathon. Ouais. C'est un peu ça le. Tout à fait. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de faire tout ce que l'on pourrait faire dans le craft, parce que c'est tellement là, pour se considérer craftsman. D'accord. Ouais, non, au-delà de l'état d'esprit, il n'y a pas une brique en fait qui s'amène derrière.
C'est pas un mur à construire, c'est un accomplissement. Là, Ouais, ok, ouais, c'est ça. Très bien. Ok, allez, on est dans un monde idéal. Vous avez une équipe, tout le monde est dans le même état d'esprit, tout le monde est craftsmanship, machin, bidule, le client c'est pareil, le staff c'est pareil. Ok. Tout est mis en place. C'est quoi la conséquence en fait derrière? Parce qu'en fait on avait bien compris qu'être un sympa exécutant, c'était à l'encontre de l'esprit et puis des pratiques de craft. Ok, tout le monde est un peu dans le même mindset, tout le monde est dans le même outillage et pas forcément ISO compétences, mais tout le monde est assez compétent dans son corps de métier pour construire le produit en fait au bout du compte. C'est quoi l'idée derrière? C'est quoi l'impact pour dire voilà le résultat escompté? Et si vous avez un retour d'expérience à faire, dites-le moi. Moi je l'ai vécu. Et ben voilà, parfait. Je l'ai vécu. Alors le client n'était pas forcément craft. D'accord. On a apporté du craft pour ça. Je ne vais pas forcément expliquer tout le contexte, je vais plutôt répondre à ta question. Ouais. Donc à la fin, ce qu'on avait, c'était les spécifications fonctionnelles qui étaient complètement écrites à 100%. Ok. On avait sur 5 projets avant que je parte 0% de bugs sur tous les projets. On avait une connaissance fonctionnelle en tant que développeur qui parfois dépassait celle du PO. D'accord. On avait des gens qui étaient, c'est très con à dire, mais qui étaient très contents de venir travailler le matin et qui étaient très contents qu'on se voit ensemble pour spécifier les choses. On avait des développeurs qui ont gapé de fou parce que du coup, à partir du moment où tu es dans cet écosystème-là, tu peux commencer à poser des archives qui sont assez sympas à faire. Par exemple, quand tu parles événements de métier, tu vas commencer à parler d'événements driven, peut-être d'event sourcing, des trucs comme ça. Des trucs que quand tu es junior, tu vois peut-être pas forcément. C'est vrai. Mais tu peux recruter un junior sur ce genre de sujet parce que le fonctionnel étant tellement bien couvert, tu peux l'onboarder hyper facilement. Le pair programming, c'était du gâteau. C'était trop bien. Une confiance du client. Parce qu'en fait, il est capable de dire ok, en fait tout est couvert, nouvelle fonctionnalité, il est capable de se projeter dans le temps, ça sera livré à tel moment, aucun problème, tout de go, on y va quoi. Voilà. Que du positif. D'accord, oui. Donc il y a un aboutissement, je veux dire, final quand même à tout ça. Il y a l'état d'esprit, il y a la cohésion qui s'amène derrière, une satisfaction client. Ouais. Mais j'ai envie de te dire, t'allais faire un bémol, c'est ça? J'allais faire un bémol. T'allais faire un bémol, c'est ce que j'allais te demander. Tiens, c'est beau ta mayonnaise, mais c'est quelque bon, allez. chose qui prend énormément de temps et de patience. D'accord. Et je pense que c'est le consulting aussi de manière générale, il faut être patient. Et c'est quelque chose qui se défait très facilement. Défait, ça veut dire quoi? En fait, une équipe ça bouge. Les consultants s'en vont, ils vont et viennent. Si au bout d'un moment, cette appétence pour vouloir faire les choses, pour vouloir avancer dans le même sens, elle se perd, on retombe dans les travers. Et en fait, c'est très fastidieux, très difficile d'aller vers le monde idéal et c'est très facile d'en sortir. Ok, oui, c'est censé, c'est logique. Et toi Julien, ça donne envie quand tu as ce petit retour d'expérience? Ouais, en fait, c'est vrai que ça donne envie. C'est rassurant, ça existe déjà. Un monde idéal en fait. Je pense qu'on réfléchit un petit peu, en fait, tout ce que veulent les gens, nos clients, c'est un logiciel qui marche. Et ça, c'est aussi probablement la première conséquence, c'est d'avoir, à la fin, livré quelque chose qui fonctionne, qui est en production, qui apporte de la valeur à quelqu'un. Et ça, il y a moyen d'y arriver avec des méthodes traditionnelles, des cycles mais effectivement, on n'aura peut-être pas la même finesse, peut-être pas la même adaptation, effectivement, peut-être pas tous les avantages que tu citais, des devs qui ont envie de venir bosser le matin parce que le contexte métier est suffisamment bien modélisé que derrière tu peux venir employer les architectures que tu veux, tu es capable effectivement de monter des frameworks un peu nouveaux qui sont hype. Tu es capable de faire ça parce que derrière tu as la sécurité de ton environnement craft avec tes tests, de ton intégration avec le reste qui te permet d'être innovant sur certains cas d'usage. Et tout ça c'est finalement un peu des conséquences. Mais le seul vrai objectif de nos métiers à nous là, c'est d'avoir un logiciel qui marche en production. Mais la production, c'est le paradis des logiciels dans lequel les logiciels s'épanouissent. Faire de l'argent. Et à la fin, peut-être effectivement, produire de l'argent. Et de la valeur surtout. Et cette valeur, elle peut être transformée en argent à notre moment par un autre tuyau. L'argent pour moi est une simple transformation de ce qu'on a fait comme travail. Ouais, voilà. C'est une conséquence. Mais ouais, donc effectivement, c'est un logiciel qui marche, mais il faut définir c'est quoi marcher. Oui. Effectivement,
Comme tu dis, on a livré un logiciel sur lequel on n'a pas eu de retour de bug. C'est parce qu'effectivement, vous avez mis un effort de testing et de bonne modélisation des métiers, de s'assurer que votre domaine métier ne peut pas être pollué par les choses extérieures. Des choses comme ça, puis ça sont des pratiques logicielles, d'architecture, etc. et de test. Et aussi des pratiques humaines. De mettre ensemble, de discuter, de dire ok c'est ça que tu veux, c'est pas ça, etc. Pour aller tendre vers ce que tu as vraiment besoin. Et donc c'est l'espèce de le Saint Graal en fait. Le Saint Graal est accessible. Le Saint Graal est accessible, je le confirme. En fait, j'avais fait la fresque du numérique il n'y a pas longtemps. Il faut que je creuse un peu le sujet, mais ça parlait à un moment de triangle de l'inaction. Et en fait, j'ai l'impression, c'est le fait de dire, en fait, pourquoi je changerais, pourquoi je ferais quelque chose, parce que de toute façon, ça vient de plus haut, c'est aux autres de changer, etc. Je trouve qu'on retrouve un peu ça dans nos missions, dans notre manière de faire. Des développeurs, par exemple, qui vont peut-être abandonner, de se dire non, mais de toute façon, je suis là depuis tellement longtemps, ça ne bouge jamais. Et donc, je pense que ça fait partie aussi du craft d'essayer de réinsuffler un peu cette flamme, de dire non, mais en fait, on est là pour faire des choses, quoi. On est là pour fabriquer, quoi. On retombe sur l'artisanat à nouveau. Ouais, c'est de refaire émerger une certaine passion de ce qu'ils avaient peut-être à l'origine, qui s'est atténue par des modèles qui n'allaient pas, ou un management qui n'allait pas. Mais je pense que ça, je vous avoue, c'est pas que dans nos métiers qu'on a ce genre de problème. C'est partout pareil là-dessus, dans cette présentation. Ok, pour conclure un petit peu l'échange qu'on a, est-ce que vous avez des idées de bouquins, des idées de sites à aller voir pour creuser un peu plus ce sujet-là? Il y a le bouquin Software Craftsman. Ouais, le classique. Ouais. Si je me mets à réécrire des articles sur le blog Hopper, qui pour l'instant est un peu vide. Et tu as déjà écrit des articles sur ce sujet-là? J'ai déjà écrit des articles plutôt orientés techniques, ou en tout cas sur du BDD, sur du TLS. Ça reste toujours valable? Ça reste toujours valable, c'est dans la pratique, on va dire. Ok. Et ben on le mettra dans la description. Après, je pense qu'il y a aussi des bons talks Devox ou des choses comme ça. Je pense à Bob. Il y a énormément de ressources, effectivement, il y a les bouquins de Bob qui sont sur les aspects de code, etc. Il y a le blog de Martin Fowler où il parle pas mal aussi de pratiques d'architecture et aussi de négociation entre humains. D'accord. Voilà. Moi, il y a un bouquin que j'ai beaucoup apprécié. C'est un bouquin qui parle de travailler dans du code legacy. Ouais. Alors j'ai plus le titre, on le mettra en commentaire de la vidéo. Mais l'idée c'est de dire, voilà, tu as une application qui existe déjà, qui peut être dans un état plus ou moins de qualité. Et comment tu fais pour travailler proprement dans un environnement qui, lui, n'est peut-être pas très propre. Qu'est-ce que tu peux utiliser comme outil et comme principe pour venir te créer cet espace de travail ça passe souvent par des tests. D'accord. Réécrire des tests sur les fonctionnalités que tu vas évoluer. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc là, on parle de bouquins, mais effectivement, après, il y a des articles de blog, des vidéos. Julien Tofu donne souvent des conférences sur de la modélisation, sur du DDD, du design, qui sont aussi des points d'entrée intéressants parce que ça donne des pratiques logicielles qui rentrent aussi un peu dans le domaine du craft et du code. Ok. C'est peut-être des points d'entrée intéressants pour découvrir des éléments. Ouais, je n'ai pas forcément de ressources à proposer, mais je vais peut-être des choses sur les goals programming aussi. D'accord. Sur les bouquins sur la communication entre les gens, de manière générale. Comment on interagit avec quelqu'un, comment on s'adapte à lui. Voilà. Je pense que c'est aussi pas mal d'avoir l'outillage technique, mais l'outillage aussi humain. D'accord. On peut être très différenciant en fait. Faut vraiment allier les deux là-dessus. Ok. Bon, messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était cool. C'était cool. Bon, bah moi aussi, j'ai appris plein de choses, c'était bien. Allez, ciao. Salut. Merci d'avoir écouté Technologie en pratique. Restez avec nous pour les prochains épisodes où nous continuerons de découvrir des outils et des techniques. En attendant, continuez d'explorer, d'apprendre et d'innover.